Et si je vous disais que ce sentiment hyper désagréable d'être un imposteur au travail ou cette fameuse boule au ventre avant de prendre la parole en réunion, c'était en fait la preuve biologique qu'on est prêt à devenir un leader. Ouais, c'est une entrée en matière plutôt audacieuse, ça. Mais d'un point de vue purement neurologique, c'est tout à fait fondé, en fait. Ah bon? Bah ouais. L'anxiété et l'excitation partagent exactement les mêmes circuits cérébraux. Le corps se prépare juste à l'action, quoi. Le vrai problème, c'est l'interprétation que notre esprit fait de ces signaux physiques. Mais c'est dingue, ça. Et c'est exactement en plein cœur de ce paradoxe qu'on va plonger aujourd'hui. Notre mission pour cette nouvelle exploration en profondeur, c'est de décoder, de désosser même, les véritables mécanismes de la confiance en soi. Et de la résilience psychologique, bien sûr. Tout à fait. Aujourd'hui, on se met vraiment dans la peau d'un coach, là. L'idée, c'est de s'adresser particulièrement aux jeunes managers qui prennent leur tout premier poste à responsabilité. Ou même aux étudiants brillants qui font leur grand début sur le marché du travail, non? Carrément. Ceux qui arrivent plein d'ambition et qui se prennent le fameux mur de la réalité. Et pour faire ça, on va s'appuyer sur des recherches assez pointues en psychologie appliquée. On a de super sources aujourd'hui. On va parler des travaux de figures comme Tony Schwartz, de Deborah Grunfeld et de la chercheuse Rosabeth Woss-Kanter de Harvard. C'est un terrain de jeu qui est honnêtement fascinant parce qu'il est rempli de contradictions. Quand on entre sur le marché du travail, il y a cette espèce d'injonction absolue à paraître confiant, tu vois. Les entreprises, elles récompensent l'assurance. C'est clair. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que d'un côté, on a des experts comme Tony Schwartz qui prouvent par A plus B que la confiance génère directement la haute performance. En gros, plus on y croit, plus on réussit, c'est ça? Voilà, c'est le modèle classique. Mais de l'autre côté, on a Deborah Gruenfeld qui met vraiment les pieds dans le plat. Elle démontre que l'insécurité, c'est universel, ça frappe absolument tout le monde, du stagiaire au grand patron. C'est une dissonance cognitive majeure pour un jeune professionnel, ça. D'un côté, le monde exige une confiance inébranlable, mais de l'autre, notre nature humaine, elle génère naturellement du doute. Surtout avec la pression des résultats. C'est normal d'angoisser? Bah oui. Et ça fait vraiment réfléchir. Je me demande, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, quelle est finalement la plus grande difficulté que vous rencontrez actuellement dans votre propre vie professionnelle? C'est une super question. Est-ce que c'est la peur viscérale de parler devant des supérieurs? Ou la gestion des conflits avec un collègue? Ou peut-être juste le poids écrasant des objectifs? D'ailleurs, j'invite tout notre public à partager leurs plus grands défis du moment dans les commentaires. Ouais, mettre des mots sur le problème, en fait, c'est déjà la toute première étape pour le régler. Absolument. Et pour construire cette assurance, il faut d'abord comprendre comment notre propre esprit s'auto-sabote. Parce que c'est impossible de bâtir une structure managérielle solide sur des fondations qui sont rongées par des croyances limitantes. C'est pas faux, c'est même fondamental. Alors, décortiquons ces fameux pièges mentaux. On entend très souvent parler de la prophétie autoréalisatrice. Mais concrètement, comment ça marche d'un point de vue biologique? Ce qui est fascinant ici, c'est la précision de la machine humaine. Si un jeune manager se dit « je sais pas, je n'arriverai jamais à me faire respecter », eh bien, quand on anticipe un échec, le cerveau l'interprète comme une vraie menace imminente. Genre un danger physique? Exactement. Il déclenche une réponse de stress, le fameux système de combat ou fuite. C'est l'amygdale qui prend le relais direct. Conséquence physique immédiate, la respiration devient superficielle, les épaules se voûtent très légèrement pour protéger les organes vitaux. Attends, donc la résonance de la voix diminue aussi, j'imagine. Tout à fait. La voix baisse. Le corps se met littéralement en position de soumission sans même qu'on s'en rende compte. Ah ouais, c'est fou. Mais les autres le voient, ça? Bien sûr. Les collègues en face, ils captent ces signaux non-verbaux de manière totalement inconsciente. Ils perçoivent de la défensive ou juste un manque de conviction. Du coup, ils vont naturellement remettre en question les directives de ce pauvre manager. La boucle est bouclée. La personne, en fait, elle manque pas de compétences techniques. Elle échoue juste parce que sa propre biologie diffuse un message de retraite. C'est dingue. On est trahi par notre propre système d'alarme, quoi. Et l'autre piège massif qu'on retrouve dans ces sources, c'est le perfectionnisme toxique. Ah, le perfectionnisme. Le grand classique. Ouais, c'est l'équivalent de vouloir courir un marathon sans avoir jamais fait un footing de sa vie, quoi. On se fixe un standard tellement démesuré que le découragement est garanti à la première erreur. Mais le perfectionnisme, en fait, c'est souvent qu'un bouclier psychologique. C'est une façon de se dire « si je suis parfait, personne pourra me critiquer ». Et surtout, on ne découvrira pas que je suis une fraude.
Ce qui nous amène direct à l'un des phénomènes les plus répandus en entreprise, le fameux syndrome de l'imposteur. Voilà, le gros morceau. Et pour illustrer ça, le parcours de Julie Zuo est vraiment une leçon d'humilité. Pour situer pour notre public, Julie Zuo, elle a été directrice de la conception produit chez Facebook. C'est pas rien. Non, c'est clair. Vu de l'extérieur, c'est l'Olympe de la tech. C'est le sommet absolu. Mais à l'intérieur, elle luttait contre un syndrome de l'imposteur vraiment massif. Mais au fait, comment on le définit, simplement, ce syndrome? Pour faire simple, ça n'a rien à voir avec un vrai manque de compétences. C'est une incapacité psychologique à internaliser ses propres succès. C'est-à-dire, la personne réussit, mais elle n'y croit pas. C'est ça. Elle a un palmarès objectif et brillant, mais son cerveau se convainc que tout est dû à la chance, au bon moment, ou juste au fait que les autres ont été trop sympas avec elle. C'est terrible de vivre comme ça. C'est une lutte interne d'une violence inouïe, ouais. La personne vit dans la terreur permanente d'être démasquée, quoi. Ce que je trouve super inspirant dans le cas de Julie Zuo, c'est sa réaction. Elle n'a pas attendu qu'un mentor vienne lui dire T'inquiète pas, t'es génial ». Elle a pris des mesures concrètes. Ouais, elle a été très proactive. Elle a suivi des ateliers et surtout, elle a carrément rédigé un éditorial public partagé avec tout le monde chez Facebook pour mettre des mots sur ses insécurités. Ce qu'elle a fait là, en psychologie, on appelle ça de la restructuration cognitive par l'action. Au lieu de laisser l'anxiété tourner en boucle dans sa tête, elle l'a externalisée. En normalisant son expérience, en fait. Tout à fait. Mais le véritable coup de génie psychologique de sa part, c'est vraiment le déplacement de son attention. Attends, laisse-moi deviner. Au lieu de regarder ses propres défauts au microscope, elle a regardé vers l'extérieur. Exactement. L'anxiété, c'est fondamentalement égocentrique. C'est toujours « comment je me sens ? Est-ce que j'ai l'air bête ?» Elle a forcé son esprit à se concentrer sur l'expertise unique qu'elle apportait à l'équipe. Elle est passée du mode est-ce que je mérite d'être là à quelle valeur concrète je peux livrer aujourd'hui pour aider mon équipe. C'est exactement ça. Et ce simple changement de perspective, ça désactive complètement l'hypervigilance de l'ego. Ça, c'est un outil ultra puissant pour n'importe quel jeune manager. Passer du jeu au nous. D'ailleurs, c'est le moment idéal pour proposer une courte pause de réflexion à notre public. Pensez-y un instant. Ouais, prenez le temps d'y penser. À quel moment précis de votre parcours ce sentiment d'être un imposteur vous a-t-il le plus paralysé? Est-ce que c'était lors d'une promotion, devant un client exigeant? Partagez ce moment précis dans les commentaires. C'est reprendre le contrôle sur cette narrative. C'est une démarche essentielle, car l'histoire de Julie Zuo et les neurosciences nous montrent que la confiance, ça ne nous tombe pas dessus un beau matin par magie. C'est clair. C'est une compétence, et comme toute compétence, elle s'entraîne. C'est un peu mon analogie préférée, la confiance est un muscle. Si on reste sur le canapé, le muscle fond. Tout à fait. Et il y a un concept scientifique qui revient sans cesse pour muscler ça, c'est la pratique délibérée. Alors là, honnêtement, si je me mets à la place d'un jeune cadre qui fait déjà des journées de 10 heures, pratique délibérée, ça sonne juste comme du boulot supplémentaire hyper épuisant. C'est pas la recette du burn-out, ça? C'est une confusion super fréquente, je te rassure. La pratique délibérée, c'est pas travailler plus longtemps ou répéter une tâche jusqu'à l'épuisement. C'est quoi alors? C'est l'acte conscient de cibler une micro-compétence hyper spécifique et de la tester dans ce qu'on appelle un environnement sécurisé. Un endroit où l'échec n'aura pas de conséquences graves, tu veux dire? Exactement. Pas de risque pour la carrière ou l'entreprise. Ok, donne-moi un exemple concret de ce laboratoire sans risque pour qu'on visualise bien. Imaginons un jeune manager qui est terrorisé par la prise de parole en public. La pratique délibérée, c'est pas de se forcer à faire une grosse présentation surprise devant le grand patron. Ça, c'est le suicide professionnel assuré si on panique. Voilà. C'est plutôt de prendre, disons, 5 minutes pour présenter un concept devant un seul collègue de confiance. C'est isoler une zone d'inconfort, s'y confronter avec un filet de sécurité et ajuster. Et que se passe-t-il dans le cerveau quand on fait ça étape par étape? On crée littéralement de nouvelles voies synaptiques. À chaque petite victoire, le cerveau sécrète de la dopamine. Ça vient renforcer le circuit de la récompense. Donc l'ancienne autoroute de la panique commence à s'effacer, c'est ça? Carrément, au profit d'un nouveau sentier neuronal lié à la maîtrise. Et c'est cette accumulation technique qui engendre la vraie confiance. Bon, alors soyons hyper pragmatiques. Pour transformer toutes ces découvertes en motivation quotidienne, voici une petite routine matinale de 5 minutes directement tirée de cette approche. Ouais, prenez des notes, c'est hyper efficace. Étape 1, faire un audit honnête de ses forces. Pas d'ego, juste des faits concrets. Étape 2, prendre la tâche la plus angoissante de la journée et la découper en une micro-action réalisable. Très important, la micro-action. Et étape 3, anticiper mentalement un revers ou un obstacle qui pourrait survenir dans la journée.
Ah, cette troisième étape est super souvent incomprise, mais elle est vraiment cruciale. Justement, je voulais te challenger là-dessus. Se lever le matin et imaginer que les choses vont mal se passer. C'est pas un peu un état d'esprit de perdant, ça? Pas du tout, c'est pas du pessimisme, c'est du réalisme stratégique. En anticipant l'obstacle, on prépare le cerveau émotionnel. Donc on amortit le choc. Exactement. Si l'obstacle arrive, l'amygdale déclenche pas le bouton panique, vu que le scénario était prévu. La littérature scientifique est très claire là-dessus. La résilience, c'est la capacité à séparer l'échec de son identité. Assumer la pleine responsabilité de ses erreurs sans accuser la météo ou les autres, c'est reprendre le contrôle en fait. L'échec n'est plus une condamnation de notre valeur, c'est juste une donnée à analyser. C'est très bien résumé. Mais attention, il y a un autre piège très insidieux qui guette les jeunes loups aux dents longues, c'est la victoire prématurée. Ah oui, le fameux complexe du roi du monde. On signe un gros contrat, on réussit son premier projet en tant que manager, et boum, la complaisance s'installe. C'est exactement ça. Et ce petit succès temporaire nous aveugle complètement sur les défis à venir. C'est ce qui distingue la motivation éphémère de la confiance profonde. Une réussite ponctuelle, ça donne un pic d'enthousiasme. Mais la vraie carapace résiliente, elle se forge par la régularité. C'est un travail de tous les jours. D'ailleurs, c'est l'heure de faire une petite pause dynamique au milieu de cette plongée au cœur de notre cerveau. Si ces stratégies pour déjouer nos propres blocages résonnent en vous, n'attendez pas, c'est le moment de s'abonner à la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette analyse avec un collègue qui vient tout juste de prendre des nouvelles responsabilités. Ouais, ça pourrait sincèrement changer sa trajectoire. D'ailleurs, petit sondage verbal pour notre public, là, dans votre évolution, est-ce que vous préférez la méthode douce, avec des petites victoires incrémentielles, ou vous êtes plutôt du genre à viser un immense défi radical d'un seul coup? Dites-nous tout dans les commentaires, le débat est ouvert. Et le choix de cette stratégie, ça dépend énormément de l'écosystème dans lequel on évolue. Ce qui nous amène à une transition cruciale. Ah, l'environnement de travail. Exactement. Parce qu'on vient de décortiquer longuement la responsabilité individuelle, la routine matinale, le cerveau. Mais soyons honnêtes, appliquer la pratique délibérée quand on a un manager toxique qui fait du micromanagement, c'est mission impossible, non? C'est clair, naviguer seul, c'est épuisant, et c'est souvent contre-productif. C'est là que les travaux de Rosabeth Moss-Kanter prennent toute leur dimension. C'est la professeure de Harvard, si ça ou C'est c'est... vrai. Elle a étudié en profondeur les mécanismes du succès professionnel à long terme, même en période de crise très sévère. Et sa conclusion, elle balaye complètement le mythe du héros solitaire. Qu'est-ce qu'elle démontre précisément? Elle démontre que les trajectoires les plus prestigieuses, elles sont toujours parsemées d'échecs monumentaux. Le parcours sans accroc, ça n'existe pas. C'est un mythe. Totalement. Mais surtout, elle prouve que la réussite ne vient pas des individus qui évitent les obstacles par magie, mais des individus et des organisations qui ont su développer une résilience collective. Ok, mais traduisons ça pour un manager de 25 ans qui prend son premier poste. Il n'est pas PDG d'une multinationale, lui. Comment ce leader débutant il peut créer cet environnement stimulant pour sa petite équipe de 3 ou 4 personnes? Tout repose sur ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Un leader efficace, même débutant, il doit déstigmatiser l'erreur. Donc, créer un cadre où l'erreur est perçue comme un investissement dans l'apprentissage. Exactement. Et non comme un crime à punir. Ça passe par le fait de tisser un réseau de soutien et d'encourager les retours d'informations honnêtes. Et ça demande une gestion du stress irréprochable, notamment en réunion. D'ailleurs, petite astuce rapide issue de l'observation des grands leaders. Ah oui, très bonne astuce ça. Quand la pression monte en réunion et qu'on sent qu'on perd le fil, le simple fait de ralentir volontairement son débit de parole et de poser les mains bien à plat sur la table, ça permet de faire redescendre le rythme cardiaque. Et de projeter une autorité apaisée, en prime. C'est de la biologie pure, c'est un excellent ancrage corporel. C'est fou comme le corps guide l'esprit. Et pour revenir à la création d'un réseau de soutien, si on repense à Julie Zhuo chez Facebook, son point de bascule, il n'est pas venu d'une épiphanie solitaire dans son bureau. Ah non. Ce sont les retours positifs et sincères de ses propres collègues qui lui ont donné le courage de s'affirmer. Le soutien collaboratif, c'est l'engrais indispensable de la confiance. Mais attention, les données mettent en lumière un équilibre qui est extrêmement précaire. Comment ça? Il y a un monde entre être un leader confiant et devenir un tyran arrogant. Ah oui, c'est là qu'intervient le rôle crucial de l'humilité. Une confiance qui se déconnecte de la conscience de soi, ça se transforme direct en hybris. En arrogance aveugle, oui. Pour maintenir un succès durable, un leader il doit accepter qu'il a besoin des autres pour voir ses propres angles morts. À éviter absolument pour un jeune manager, on trouverait quoi? S'isoler dans la prise de décision, cacher ses erreurs pour paraître infaillible ou exiger la perfection immédiate au lieu de valoriser la progression. C'est vraiment l'antithèse absolue de la sécurité psychologique.
Et pour savoir si on est sur la bonne voie, il est vital de diagnostiquer son environnement actuel. Est-ce qu'on est dans une entreprise qui cultive l'apprentissage ou qui sanctionne la moindre déviation? C'est le moment de faire un état des lieux, en fait. Observez votre équipe actuelle. Est-ce que votre environnement favorise les retours d'informations francs ou est-ce que ce système de feedback est totalement inexistant? Savoir où on met les pieds, c'est déjà la moitié du combat de gagner. Surtout s'il faut déployer des trésors de diplomatie pour pallier une culture d'entreprise un peu toxique, quoi. Nous voici déjà arrivés à la fin de cette plongée, et comme toujours, pas question de rester uniquement dans la théorie. Voici notre fiche de synthèse et notre plan d'action sur 7 jours. Un petit défi hebdomadaire pour transformer ces concepts en habitudes concrètes. Prenez des notes, c'est le moment de la mise en pratique. Action numéro 1, dès demain matin, choisissez cet objectif professionnel qui vous donne des sueurs froides et découpez-le en 3 petites tâches tellement simples qu'il serait absurde de ne pas les faire. Très efficace. Action numéro 2, appliquez la pratique délibérée. Prenez une compétence qui vous fait défaut, genre recadrer impoliment un collègue, et testez-la dans un environnement totalement sûr d'abord. Devant un ami, par exemple. Voilà. Action numéro 3, trouvez un pair en qui vous avez une confiance aveugle et exigez un retour d'information brutalement honnête sur votre façon de communiquer. Ça fait peur, mais c'est vital. Et enfin, action numéro 4, face au prochain revers, refusez catégoriquement la posture de victime. Assumez la responsabilité émotionnelle et cherchez immédiatement la leçon à en tirer. Si ces 4 actions sont répétées, elles vont littéralement reprogrammer les voies synaptiques dont on parlait tout à l'heure. C'est l'essence même de la montée en compétences. On transforme la théorie en réalité biologique. C'est beau. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a une dernière pensée, peut-être un peu provocatrice, qui n'était pas forcément au centre de nos sources, mais qui mériterait de germer dans l'esprit de notre public? Si l'on résume, la confiance, ça exige le courage incroyable de prendre des risques, mais aussi l'humilité profonde d'accepter l'échec. Face à ce paradoxe, la question c'est, la véritable assurance, la confiance la plus inébranlable qui soit, est-ce qu'elle ne résiderait pas tout simplement dans l'acceptation totale, sereine et assumée de notre propre vulnérabilité? Boum. Accepter d'être faillible pour devenir véritablement invincible face au doute. Franchement, c'est une réflexion magistrale pour clôturer notre analyse. C'est l'acceptation du brouillard pour mieux avancer. J'aime beaucoup cette image. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces stratégies et dans ce défi hebdomadaire, on vous invite une dernière fois à vous abonner et à partager massivement cette analyse à tous ceux qui, autour de vous, auraient bien besoin d'un petit coup de pouce stratégique. Et pour ceux qui ont faim de connaissances et qui souhaitent approfondir tout ça, la résilience au travail, les neurosciences, les ressources manquent pas. C'est sûr, c'est une vraie mine d'or pour continuer cette pratique délibérée de l'esprit. L'apprentissage ne s'arrête jamais, après tout. À très bientôt dans d'autres épisodes.